La tragédie aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont devenus prisonniers de leur propre puissance. Ils disposent d'une immense puissance militaire. Et il y a clairement l'idée que cette puissance militaire vous donnera de l'influence, qu'elle vous permettra de façonner la réalité. Rappelez-vous le slogan néoconservateur du début des années 2000. Les empires façonnent la réalité. Les empires font la pluie et le beau temps. De temps en temps, on s'en prend à un petit pays, on lui met quelques claques juste pour prouver qu'on peut le faire. Ensuite, on l'interprète comme on veut, parce que c'est nous qui contrôlons le récit. Ce qui s'est passé maintenant, et c'est le deuxième point, c'est que les États-Unis sont devenus prisonniers de leur propre puissance. Ils sont devenus prisonniers de leurs propres illusions. L'illusion qu'ils peuvent réellement façonner la réalité. La réalité revient mordre très durement les États-Unis au talon. On ne peut pas façonner la réalité. La réalité finit toujours par revenir. Quant à la manière dont tout cela est perçu dans le reste du monde, c'est un mélange de tristesse, parce qu'un pays autrefois grand, une puissance autrefois grande, et une nation qui compte tant de personnes remarquables ont été à ce point humiliés. Et il faut le dire clairement, Trump, désormais plus ou moins à mi-mandat de son second mandat, perd le contrôle. De toute évidence, c'est la prétendue victoire liée à l'enlèvement au Venezuela dans les premiers jours de cette année qui lui est montée à la tête. Cette sorte de capture par décapitation de Maduro a été considérée, vous savez, comme une manière si nette et efficace d'obtenir quelque chose. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Et au bout du compte, c'est prisonnier de son incapacité, c'est-à-dire de l'incapacité des États-Unis ou de Washington à faire de la diplomatie. Et bien sûr, cela dépasse les administrations. C'est tellement facile de rejeter la faute sur Trump. Et bien sûr, il est peut-être responsable de beaucoup de choses, y compris de ses déclarations ridicules et contradictoires, jour après jour, sur les Ukrainiens qui supplieraient pour la paix. Et bien sûr, il n'y a rien de concret là-dedans. Mais c'est précisément cette capacité à se couper des réalités. Et c'est l'aboutissement d'un processus de longue date. On accuse Trump, mais ma bête noire personnelle, c'est Jake Sullivan. J'ai même oublié qui était le secrétaire d'État sous Biden, parce qu'en réalité, c'était Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale. Et bien sûr, c'est Jake Sullivan qui, dès le départ, a monté les accusations du Russiagate contre Trump au milieu de l'année 2016 en les inventant, en gros. Anthony Blinken était le secrétaire d'État, soit dit en passant. Pardon? Anthony Blinken était le secrétaire d'État. J'avais oublié parce que c'était clairement Jake. Oui. Jake Sullivan sera, je pense, quand les livres d'histoire seront écrits, considéré pour les 10 ou 15 dernières années comme le grand cardinal derrière une grande partie de tout ça. Vous savez, Richard, c'est intéressant. Nous avons diffusé ça il y a environ une semaine, après la mort inattendue de Lindsey Graham, survenue il n'y a pas longtemps, alors qu'il revenait d'Ukraine. Il y avait des extraits d'un documentaire à venir, montrant Lindsey Graham dans une voiture, en train de parler avec Jake Sullivan de l'administration précédente. On parle de cette guerre-ci, pas de l'époque où il était au pouvoir, mais apparemment, simplement parce qu'il veut être président pendant le mandat du président Trump. Et ce type parle toujours avec des gens. Même s'il n'est plus au pouvoir, il n'est pas sans influence. Oh, c'est encore pire que ce que je pensais. Je pensais que c'était grave. Mais si Jake Sullivan, comme je l'ai dit, c'est ma bête noire, peut toujours tirer les ficelles en coulisses, alors nous sommes vraiment dans une situation très très grave en ce moment. Si c'est cet homme qui a été de fait le maître d'œuvre de la guerre russo-ukrainienne, aucun compromis, aucune diplomatie, un durcissement de la ligne. Et bien sûr, cela a encouragé Zelensky et les ethno-nationalistes au pouvoir à Kiev et a poussé les choses vers un dénouement catastrophique au début de 2022,
avec l'invasion russe. Et maintenant, s'il agit en coulisses, il n'en sortira rien de bon. En réalité, cela ne fait qu'aggraver cette situation, ces guerres. Et bien sûr, un autre point dont je suis certain que nous allons parler, c'est la façon dont ces deux conflits, celui en Ukraine et celui en Asie occidentale, commencent à se rejoindre. On en parle beaucoup en ce moment, et de nombreux éléments vont dans ce sens. L'Ukraine cherche précisément à élargir le champ de la guerre, à entraîner les États-Unis, à leur montrer qu'elle dispose désormais d'une armée aguerrie au combat, que ses technologies de drones, ses techniques d'utilisation des drones, ainsi que ses défenses anti-drones, qu'elle a bien sûr partagées avec Israël par exemple, constituent autant de moyens de prouver à quel point elle peut être utile. Oui, à quel point elle peut être utile. C'est une image saisissante, ces incendies partout. Et selon le dernier décompte, il y a actuellement 46 guerres en cours dans le monde. Un certain nombre en Asie occidentale, bien sûr, le conflit russo-ukrainien, le Soudan, la Birmanie et tant d'autres choses encore. Mais le pire, c'est que personne ne cherche à les apaiser, à éteindre ces incendies. Et c'est une image très parlante, celle de ces incendies. Où sont les pompiers? Les pompiers, c'était autrefois les Nations Unies, en partenariat avec les grandes puissances compte tenu de leurs responsabilités au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce ne sont pas seulement les États-Unis qui se dérobent à leurs responsabilités. Ce sont aussi le Royaume-Uni et la France qui, en tant que membres permanents, ont cherché, ces 10 ou 15 dernières années, à utiliser les Nations Unies comme une tribune pour amplifier les conflits, pour mener des conflits, plutôt que comme une instance de résolution des conflits.